Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. La session va démarrer d'ici quelques instants. On va attendre quelques secondes le temps que l'ensemble des participants puissent se connecter. N'hésitez pas à nous informer via l'onglet chat si vous avez des problèmes, si vous ne nous entendez pas, etc. Très bien. On va pouvoir démarrer. Tout d'abord, merci à tous pour votre présence. Excusez-moi. Avant de démarrer, d'entrer dans le vif du sujet, juste un petit point logistique. Pour poser vos questions, vous en avez la possibilité via l'onglet questions de l'interface qui apparaît à votre écran. N'hésitez donc pas à nous interroger tout au long de la session. Et à chaque fin de partie, nous consacrerons un moment pour y répondre. Je suis François Beaucourt, en charge du marketing et de la communication et du business développement chez Menlog. Menlog est un éditeur de solutions d'encaissement et de pilotage de l'activité commerciale, spécialisé notamment dans la boulangerie-pâtisserie. On équipe plus de 2000 points de vente en boulangerie sur l'ensemble du territoire. Alors, pourquoi ce webinaire? Pour certains d'entre vous qui étaient là en avril 2020, alors que la France était confinée et que nos boulangers pâtissiers étaient mobilisés pour continuer à nourrir la France, Nicolas Beckham et David Bonin, ici présents, nous ont fait part de leur quotidien, inquiétudes, actions et perspectives. Qu'en est-il de la situation 6 mois après le déconfinement? Comment se comporte le marché? Comment se comportent nos clients? Cette période a-t-elle définitivement modifié notre modèle? Autant d'interrogations sur lesquelles nous souhaitons vous apporter des réponses aujourd'hui. Bref, on ne pouvait pas laisser notre webinaire d'avril sans suite. Nos experts aborderont les 3 points suivants. Les réactions et impacts de la crise Covid-19 post-déconfinement, les actions menées et les résultats obtenus. Et enfin, on va se projeter un peu et on va anticiper cette fin d'année et l'après, anticiper un festif 2020 dans des conditions clairement inédites. Alors, avant de commencer, on va faire un petit point sur le marché de la boulangerie-pâtisserie. Alors, en début d'année, tous les indicateurs du marché étaient au vert. La boulangerie-pâtisserie est alors composée d'entreprises solides sur un marché croissant. Bien que nos boulangers pâtissiers soient restés ouverts pendant le confinement, l'impact économique de ce dernier fut violent, avec une baisse de CA de l'ordre de moitié, mais un panier moyen en hausse lié à des passages en caisse plus éparses, liés à des achats plus conséquents aussi. Puis vient le déconfinement, avec un rebond exponentiel des ventes, comme vous pouvez le voir sur le graphe qui apparaît à votre écran. Les achats de type plaisir, viennoiserie plus pâtisserie cumulée, sont le premier contributeur de croissance de cet après-déconfinement. Le snacking, lui, a repris très fortement immédiatement, mais il a bénéficié sur les premiers mois de la fermeture des restaurants qui, eux, continuaient à être fermés. Alors, ce qui est à noter aussi, c'est que la fréquentation a repris très fortement en boulangerie, et ce, tout en maintenant un trend de croissance soutenu du panier moyen. Donc, les gens continuent très certainement à se faire plaisir. C'est justement lié aux achats plaisir. Je vais maintenant laisser la parole aux intervenants pour se présenter à tour de rôle. On peut commencer par toi, Géraldine, si tu veux bien. Oui, merci. Bonjour à tous. Eh bien, je suis Géraldine Porcher. J'ai fondé il y a 5 ans un organisme de formation qui est spécialisé dans la boulangerie-pâtisserie. Alors, on intervient avec une équipe de formateurs, de 15 formateurs, dans les univers essentiellement du magasin et tout ce qui va toucher au développement des ventes, à l'augmentation du ticket moyen et à la dynamisation de votre point de vente. On intervient sur toute la France et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour vous apporter mon regard extérieur et puis le regard aussi de tous mes clients. Merci. Merci, Géraldine. David? Bonjour à tous et à toutes, bien entendu. Donc moi, je suis gérant d'une boulangerie sur le secteur de la Tranche-sur-Mer, donc Sud-Vendée, secteur hyper touristique. Nous avons un ensemble de 7 boulangeries pour rayonner vraiment sur le secteur assez restreint, donc à 10-15 km. Et on a donc une activité hyper saisonnière qui fait qu'on tourne à peu près à une vingtaine de personnes sur l'hiver. Et on arrive à un effectif gonflé jusqu'à 70 personnes l'été pour assurer
toute l'activité touristique de la commune. La commune, c'est 3000 personnes l'hiver et ça monte à peu près à 120 000 personnes l'été. Donc, plus du tout la même activité, plus du tout le même métier. Voilà. Nicolas. Bon, bonjour à toutes et à tous. Moi, Nicolas Beckham, cofondateur des boulangeries Maison Beckham à Angers. Nous, on a 8 boulangeries et un laboratoire central de production avec un siège social avec des fonctions support à Angers et avec un développement de boulangerie sur Nantes et puis sur la partie régionale. Voilà. Donc, nous, c'est un développement de boulangerie artisanale. Voilà. Merci Nicolas. On va pouvoir passer à la première partie. Alors, qui sont les réactions et l'impact de la crise Covid-19 post-déconfinement? Première question, comment s'est comportée votre activité depuis le déconfinement? Avez-vous retrouvé le trend d'activité pré-Covid? On peut commencer par toi, David. Alors effectivement, sur la partie confinement pur, nous, on était descendu à 60% de baisse d'activité. À partir du moment où on a autorisé les gens à se déplacer dans la limite de 100 km, ça nous a toujours desservi puisque nous, on a quand même une activité touristique. Donc, si les touristes ne peuvent pas venir à nous, on reste sur notre activité de base, donc avec notre petite population de 3000 personnes. Et il a vraiment fallu attendre que l'été arrive, que les 100 km soient terminés pour que vraiment la population se déplace. Et là, effectivement, elle a parfaitement répondu en se déplaçant en masse, en consommant bien. Donc, sur cette partie-là, effectivement, on a bien travaillé. On a fait une bonne arrière-saison aussi. Et puis maintenant, on est revenu un petit peu dans les standards, on va dire. Très bien. Oui. Et toi, Nicolas? De mon côté, en fait, moi, j'ai déterminé 2 phases. En fait, une première phase, fin de confinement jusqu'au 1er juin, la veille de l'ouverture des restaurants, où en fait, on a profité quand même de la fermeture des restaurants, nous a permis de nous redynamiser assez fortement d'un seul coup, avec une augmentation du chiffre d'affaires sur la partie snacking, des prises de part de marché importantes sur le snacking, notamment on a des boulangers où il y a sur un pôle restauration comme un centre commercial à l'Atoll, où en fait on avait 13 restaurants autour de nous qui étaient fermés. On était les seuls à, entre guillemets, pouvoir apporter de la restauration le midi, donc tout seul pendant un mois. Ça nous a permis après une fermeture de 2 mois à cause du Covid, sur des boutiques comme ça, de pouvoir redynamiser très rapidement. Et puis avec notamment une augmentation du panier moyen de façon importante. Et après, la phase 2, c'est à partir du 2 juin, en fait, où les restaurants sont ouverts jusqu'à aujourd'hui, où on a des évolutions de chiffre d'affaires différentes en fonction des environnements commerciaux. En centre-ville, on a encore des baisses de 10% de chiffre d'affaires par rapport à N-1 sur les boutiques. Ensuite, sur les centres commerciaux, on est aussi sur une baisse de 10% de chiffre d'affaires en ce moment. Sur les boutiques semi-rurales, on arrive à être à l'équivalent en chiffre d'affaires. Ça, c'est un paramètre intéressant. Et surtout, celui qui est très important, c'est que sur les parties des boulangeries où on est sur des ronds-points et des stratégies parking bâtiment solo, on est en augmentation importante de chiffre d'affaires. Cette semaine, par exemple, on a fait des pilotages de masse salariale pour essayer de réajuster notamment les charges, évidemment, pour continuer à pérenniser les entreprises. Très bien, merci beaucoup. Donc, plus que jamais, l'emplacement, Nicolas. Complètement, oui, tout à fait. C'est vrai qu'on peut dire clairement que les boulangeries sur des pôles restauration, sur des stratégies de pôles de restauration, sur les emplacements numéro 1 comme les ronds-points, ont bien comment dire, traversé cette crise Covid. Merci beaucoup. Géraldine, qu'est-ce que tu vois sur le terrain? Oui, bah alors moi, le déconfinement, ça nous a permis de reprendre notre activité de formation en présentiel directement en intra chez les boulangers-pâtissiers. Malheureusement, on a encore des clients qui ont du personnel en chômage partiel parce que des activités dans Paris, dans des quartiers d'affaires, dans des quartiers touristiques qui sont très loin d'avoir retrouvé leur chiffre d'affaires d'avant. Donc, sur cette partie-là, on n'a pas pu replacer toutes les formations. Mais dans l'évolution des formations, du coup, c'est très en lien avec l'évolution du boulanger-pâtissier qui s'est donné en tout cas la permission d'aller sur du digital, de tester des outils. On le voit sur la présence aussi sur les participants au webinaire. Donc, tout ça, c'est vraiment un attrait sur le digital qui a retenti dans mon activité d'action de formation, puisque
Notamment, on a mis en place, grâce au temps dédié pendant le confinement, on a digitalisé des formations, des parcours de formation sur l'hygiène, sur la vente, sur le management, qu'on a pu proposer à des franchises, par exemple. Et ça, c'était, je pense, pas envisageable avant. Donc, il y a vraiment cette prise de conscience. Donc, je vais tester d'autres moyens, d'autres opportunités à travers le digital. Donc, nous, on l'a ressenti sur ça et sur le fait même de pouvoir faire des rendez-vous par visio que j'avais jamais fait avant avec des clients boulangers. Et puis après, on va dire dans nos demandes, on a quand même toujours ce top vente qui est notre spécialité, qui est la vente additionnelle, le développement du ticket moyen, qui résonne d'autant plus quand on est avec des trous de trésorerie ou des besoins de remonter l'activité. Donc ça, c'est une demande qui a toujours été forte après le déconfinement. Et aussi, on a remarqué cette envie de piloter un peu mieux son activité. J'en parlerai tout à l'heure sur la forme, sur d'autres actions, mais vraiment cette idée de reprendre en main son entreprise et de vraiment la piloter, la gérer pour pouvoir notamment passer cette crise. Merci beaucoup, Géraldine. Alors justement, ça nous amène très naturellement à la seconde question. Le confinement a mis en lumière, accéléré certaines habitudes d'achat, notamment digitales, livraison, click and collect, etc. Est-ce que ces tendances se sont ancrées ou sommes-nous revenus aux habitudes d'achat traditionnelles, David? Donc aujourd'hui, oui, on a tendance à revenir un petit peu sur les habitudes traditionnelles. Nous, on est revenu à notre clientèle de base. Donc, qui dit clientèle de base dit habitude aussi tout à fait normale. Sachant que nous, on est un petit peu hors Covid dans le sens où on est relativement peu et il y a peu d'incidence. Mais effectivement, pendant toute cette période précédente, les habitudes ont clairement changé. Tout d'abord, l'activité traiteur a fortement augmenté puisque un peu moins de gens vont dans les restaurants et puis en plus il faisait beau donc ils ont pris des plats emportés. Et une activité qui était déjà très marquée chez nous, c'est la partie pizza qui a encore pris 14% sur cette période-là. Donc on a vraiment noté un fort impact sur toute l'activité traiteur. Après, sur les modes de consommation et sur les modes de paiement notamment, on s'est rendu compte qu'il y a eu un glissement des modes de paiement vers le paiement par carte et même plus particulièrement vers le sans contact. D'accord. Et est-ce que ceci a un impact sur la rentabilité par rapport aux commissions et sans contact? Oui, bien sûr. Une carte, c'est toujours un petit pourcentage qui part à la banque. Donc ça fait partie des choses à négocier au mieux avec les banques pour que ça nous coûte le moins cher possible. Merci David. Nicolas? Oui, c'est pareil, on constate aussi une évolution de la consommation avec des ventes de produits salés familiaux en développement, comme les pizzas aussi pour certaines boutiques chez nous. Aussi tout ce qui est les tartes salées familiales notamment, qui sont des produits de substitution qu'on a développés. Aujourd'hui, nous, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des baisses de fréquentation dans les boutiques. Des fois, on a eu des baisses de 20-25% de fréquentation centre-ville, de 15 à 30% dans les centres commerciaux, des baisses de 15% sur les boutiques semi-rurales, et puis en même temps, du coup, une augmentation de la fréquentation sur les boutiques de rond-point. Et en parallèle de ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une augmentation forte du panier moyen. Nous, clairement, on a en cours des augmentations entre 35 centimes à 70 centimes d'augmentation de panier moyen. Donc, vous imaginez sur des milliers de clients ce que ça peut représenter. Ce qui nous permet de compenser quand même largement, comment dire, la baisse de fréquentation et d'être finalement à peu près à l'équilibre sur le N-1. Voilà. Donc, voilà pour ma part. Merci Nicolas. Je rebondis, Nicolas, du coup, sur cette partie-là. Effectivement, la fréquentation, elle a baissé pour la plupart quand même. Et tout l'enjeu, c'est d'aller chercher du nouveau flux, mais surtout de s'intéresser à celui qui vient dans vos magasins et comment je peux, notamment avec mon équipe de vente, aller détecter les opportunités de développement de chiffre d'affaires. Et là, ça se passe vraiment avec justement les vendeurs et vendeuses qui sont au cœur de cette détection et qui peuvent proposer, suggérer, conseiller et du coup accompagner ce développement de tickets moyens assez facilement si vraiment il y a un enjeu. Là, on voit quand même qu'il y a une demande du client, mais on peut aussi la développer, la demande du client. Après, c'est intéressant. Pendant le Covid, on a vu aussi, comment dire, des consommateurs acheter en lot.
des lots de baguettes pour éviter de revenir plus souvent dans nos commerces. Et je pense qu'on a installé une consommation qui dure en fait. On a des consommateurs encore, voilà, on a un climat qui est anxiogène, encore hier soir avec les annonces de Macron. Ouais. On a encore des consommateurs qui voilà, qui ont peur. Il y a un manque de sérénité au global. Et du coup, la consommation en lot est en train de durer en fait. Donc ça, il ne faut pas le négliger. Surtout sur le pain, tu disais? Oui, le pain. D'accord. Après, par rapport à justement à ce qui se passe dans la boutique, au cœur de votre activité, on a beaucoup parlé un petit peu de click and collect, de livraison, du digital justement comme un outil pour développer son chiffre d'affaires. Moi, ce que je mets en tout cas en avant chez nos clients, c'est vraiment cette idée de déjà mettez une ambiance, mettez une bienveillance avec vos clients, faites plutôt du marketing de la relation client avec déjà ceux qui prennent le parti de venir chez vous, de prendre leur voiture, de prendre les risques peut-être avec le Covid aussi. Et donc ceux qui viennent, il faut les chouchouter, il faut les entendre, il faut les écouter. Et si on prend un peu de temps, ou en tout cas si on fait bien les choses, de travailler sur ça, sur cette complicité avec le client, c'est aussi permettre de comprendre mieux ce qu'il attend, ce qu'il souhaite pour aussi proposer les bons produits, les bonnes façons, les bons horaires d'ouverture, etc. et d'être vraiment en lien avec sa demande. Et c'est vraiment ça qu'on essaie de mettre en place tout au long des formations, en ayant une partie d'observation avant même la formation pour essayer de comprendre qui est le client et quelles sont ses attentes. Et elles sont souvent différentes d'une boutique à l'autre en plus. Merci beaucoup. Super naturellement, de toute façon, c'est qu'à partir du moment où les habitudes changent, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on scrute à la loupe ce qui se passe dans les magasins. Donc, déjà, on le voit en étant dans les magasins. Ensuite, on a des outils d'analyse qui nous permettent de voir quelles sont les tendances sur certains produits. Et quand on voit qu'un produit ou une gamme de produits a tendance à vouloir marcher, eh ben, on la duplique et on essaie de l'améliorer, de proposer des variantes sur cette base-là pour justement compléter et étoffer l'offre sur la gamme de produits qui a tendance à vouloir se vendre plus que les autres. Bien sûr, et puis du coup, dans ton linéaire, en termes de merch, tu vas lui donner plus de place parce qu'il y a un attrait. Ouais. Merci beaucoup. On abordera ces points en plus en détail dans la suite du webinaire. On a parlé des ventes, on a parlé des clients, on va parler de vos salariés. Vos équipes ont, elles aussi, été impactées par la nouvelle organisation dans vos boulangeries, imposée bien sûr par le Covid. Cette pandémie a-t-elle eu un impact positif ou négatif sur l'état d'esprit de vos collaborateurs à long terme et sur l'organisation au quotidien? On peut commencer par toi, Nicolas, si tu veux. Oui, nous, on constate clairement, la constatation, c'est qu'on demande des efforts supplémentaires à nos collaborateurs en ce moment, sur la productivité, sur la tenue des magasins, afin de compenser la perte de flux clients par le panier moyen notamment. Le panier moyen, ça ne se développe pas que par la vente, il faut aussi que les hommes produits soient en capacité de suivre aussi le gardien des magasins, clairement. Donc on a vraiment, il y a quand même on sent qu'il y a une tension. Nos collaborateurs sont comme les Français en ce moment, ils ont peur, ils sont anxiogènes. Et ce qui nous permet aussi d'avoir constaté aussi un écrémage des profils qui ne sont pas concernés par l'entreprise. Clairement, cette période Covid nous a mis en avant les collaborateurs qui mouillent le maillot, et puis aussi les collaborateurs aussi qui sont pas concernés par l'entreprise. Et nous, on a eu un écrémage naturel qui s'est installé, en fait, qui a été installé aussi par les équipes qui défendent le maillot. Nous, en plus, on est dans une stratégie de transparence dans l'entreprise. En fait, tous les lundis, nous, on fait un COMEX avec les fonctions support, pendant lequel on partage un temps statistique pour chaque boutique sur le chiffre d'affaires, sur les achats et la marge, sur la masse salariale, sur les pertes et les challenges. On a un vrai pilotage hebdomadaire très poussé qui nous permet dès tous les mardis matins, notamment notre responsable d'exploitation, de pouvoir déposer 3 pages de rapports, de chiffres et de commentaires qu'il partage avec le capitaine de la boutique. Et donc ensuite, le capitaine partage ça avec ses collaborateurs. Donc chez nous, quand ça va mal, tout le monde le sait en fait. Moi, j'ai à dire qu'il faut être dans une transparence et surtout, je pense en ce moment, on a des collaborateurs qui peuvent comprendre si on leur explique et si on leur fait voir les chiffres qu'il faut retrousser les manches.
Si on est comment dire, dans un schéma où on ne parle pas avec les collaborateurs, où on cache les chiffres, où comment dire, on ne communique pas, en ce moment, c'est compliqué dans ce cadre-là, c'est compliqué d'aller demander aux gens de faire des efforts supplémentaires parce qu'ils ne comprennent pas. Donc, faut vraiment prendre le temps de faire des réunions en ce moment, communiquer, rassurer, afin de continuer malgré tout à être positif et puis rechercher des nouvelles énergies pour au global continuer à faire de la performance, hein, parce qu'on n'a pas le choix. On doit être en ce moment encore plus passionné et économiquement, hein, et pas que passionné. Donc, voilà. Merci beaucoup. David, tu rencontres les mêmes problématiques? Ouais, je suis un peu dans le même état d'esprit que Nicolas, dans le sens où effectivement, dire les choses sans les expliquer, ça sert à rien. Donc, avoir des vrais chiffres pour pouvoir commenter une réalité, c'est une bonne chose. Après, sur le terrain en soi, il y a quand même eu un problème, dans le sens où il a fallu qu'on réorganise les plannings de semaine en semaine en fonction des des différents événements et puis pour pouvoir un petit peu coller à la réalité. Et c'est vrai que ce que moi j'ai constaté, c'est que notre réalité à nous de patrons, il n'est pas toujours en adéquation avec la vie personnelle de tout un chacun. Et c'est vrai que j'ai eu quelques petits problèmes avec oh merde, le téléphone qui s'est mis à sonner. Ça perd l'hypopète, ouais. Vas-y. Donc oui, quelques petits problèmes avec les plannings des mères au foyer enfin des mères qui ont les enfants à mettre à l'école, choses comme ça. Et j'ai pu déplorer pour comment dire, une démission par rapport à ça. Je l'ai un peu vécu comme un échec, dans le sens où ça m'a vraiment embêté de perdre quelqu'un parce que on a été obligé de trop chambouler les plannings. Mais globalement, ça a été plutôt bien perçu, hein, sur l'ensemble de l'équipe. Moi, je vous remercie d'être aussi transparent avec vos équipes parce que souvent, quand on intervient en mission chez des boulangers-pâtissiers, ce qui ressort vraiment de manière très régulière, c'est cette vision qui n'est pas partagée ou alors même qu'il n'y a pas de vision. Donc vous avez une vision, vous la partagez, vous l'animez, vous la faites vivre et c'est beaucoup plus simple, ou en tout cas, c'est vraiment une attente des collaborateurs, des salariés, de savoir où ils vont et surtout quel est l'état d'esprit de leur patron ou de leur patronne. Donc, je vous félicite pour ça. Et je trouve que cette situation, elle a vraiment mis en exergue aussi l'importance du collaboratif, de cette idée de on est tous dans le même bateau, on va dire, pour pouvoir avancer et surfer sur cet événement. Et j'ai une cliente, par exemple, qui m'expliquait qu'elle elle a eu le Covid, donc elle a dû s'arrêter pendant 15 jours où elle était vraiment mal et elle n'a rien pu faire pendant 15 jours. Et c'était la première fois qu'elle n'était pas dans son magasin puisque souvent elle prenait ses congés pendant une fermeture de la boulangerie. Donc là, c'est la première fois qu'elle n'était pas dans son magasin pendant 15 jours et elle a été ravie de voir qu'elle pouvait leur faire confiance, qu'ils étaient tous aussi intéressés à mener à bien cette situation. Et je pense que ça va lui servir pour pouvoir justement un peu plus déléguer ou en tout cas s'offrir un peu de temps personnel qui souvent est trop rare dans les plannings des chefs d'entreprise. Donc, c'était finalement pas une bonne chose, mais ça va lui servir dans son agenda futur. Donc, vraiment, moi, c'est ce que j'ai remarqué, cette idée de, tiens, là, je m'intéresse un peu plus à mon personnel, à justement, à ceux qui ont mouillé le maillot, comme tu disais, Nicolas, et que peut-être je les avais peut-être pas vus sous cet angle-là. Donc, ça a révélé aussi des talents, et ça, c'est plutôt chouette. Et puis, ça fait le tri, mais voilà, c'est comme dans la vie, hein. À un moment, il faut aussi faire le tri de ceux qui partagent notre vision. Merci beaucoup, Géraldine. On va pouvoir répondre aux questions des gens qui sont connectés. On a une question là qui nous est remontée. Pour rester dans la thématique RH, justement, votre gestion RH a-t-elle été impactée par la période post-Covid? Vos recrutements, par exemple. On peut commencer par David. Alors effectivement, c'est un point très important pour nous, puisque le recrutement, ça représente plus que notre effectif, hein. On est 20 à l'année et on recrute encore 50 personnes derrière. Donc
autant le recrutement est important que notre effectif de base est important aussi pour les englober, toutes ces personnes-là. Et il y a tout un travail en amont qui est fait depuis le début de l'année, donc on commence en janvier, pour commencer à prendre des premiers contacts, voir un petit peu ceux qui sont en saison d'hiver, pour commencer à hameçonner un petit peu partout, pour avoir nos équipes dès avril. Et effectivement, ce confinement et cette limite de 100 km nous a empêché vraiment de voir les gens, de les rencontrer, de faire les premiers essais, et puis de mettre en place notre saison après derrière. Donc tout s'est fait très tard, donc sur mai, voire même juin et juillet. Donc ça s'est fait très tard et dans l'urgence. Donc assez stressant aussi cette année pour faire notre saison. Merci beaucoup. On a une remarque sur laquelle on peut débattre. L'un de nos auditeurs on propose de développer le pré-cuit. Là, on parle plutôt de la production et de la gestion de vos gammes. Qu'en pensez-vous, David et Nicolas? Nous, c'est déjà une stratégie qu'on met en place sur les boutiques, plus ou moins en fonction des jours, évidemment. Après, sur le pré-cuit, comment dire, ce qui est important, c'est bien de protocoler la remise en cuisson quand c'est les personnes de vente qui viennent finir de cuire. C'est important de bien comment dire, transmettre la façon de finir la cuisson du produit. C'est facile de faire toucher les baguettes dans la sole et puis finalement dégrader un produit rapidement parce qu'il a été mal fini de cuire. Après, nous, ce qu'on pratique, c'est la cuisson en pré-cuit, mais sur le jour, en fait. On ne fait pas de pré-cuit lavé pour le lendemain, on ne fait pas de pré-cuit en négatif pour ensuite finir de cuire. C'est la cuisson, la pré-cuisson du jour qui finit d'être cuit dans la journée, en fait, pour considérer que c'est la meilleure façon de préserver la qualité du produit, notamment. Merci, Nicolas. David, tu veux ajouter quelque chose? C'est une chose que je ne fais pas du tout. Nous, on a notre baguette de base, on va dire, qui est la pétrisane. C'est un produit qui se travaille assez facilement et on reste en bac et on a une toute petite comment dire, diviseuse formeuse, ce qui fait que n'importe qui peut faire la mise en œuvre de la mise au four, on va dire. Même nos vendeuses sont capables de le faire. Alors, on ne peut pas dire qu'elles aiment beaucoup ça, hein, mais quelque part, elles sont capables de le faire. Et notamment, dans les magasins où il y a les pizzaiolos, il a été très facile de leur apprendre ça. Et puis, c'est eux qui s'en occupent, notamment sur la fin d'après-midi, quand ils sont en train de faire leur mise en place pizza, de pouvoir cuire derrière du pain. Merci beaucoup. En tout cas, ça met bien en exergue l'idée de la polyvalence aussi des collaborateurs pour pouvoir justement adapter, ajuster en fonction des besoins du soir, par exemple. Ouais, sur tous les postes, de toute façon, on fait en sorte que les gens soient le plus polyvalents possible. J'en reviens toujours à ce que je disais au départ, on est 20 pour travailler à 70. Donc, ces 20-là, il faut qu'ils en sachent un maximum. Merci beaucoup. Justement, ça nous amène très naturellement au deuxième point, qui sont les actions que vous avez menées et les résultats que vous avez pu obtenir. Donc, vous aviez tous mené des actions en termes d'organisation, des plannings de votre personnel et de vos gammes. Pourriez-vous nous les rappeler rapidement et nous indiquer ce que vous avez maintenu et ou adapté depuis le déconfinement? Commencer par toi, David, si tu veux bien. Alors effectivement, sur les plannings, on a donc quand on s'écroule en chiffre d'affaires, la première chose sur laquelle on se penche, c'est sur les plannings. Donc on fait en sorte d'être le plus cohérent possible entre les plages d'ouverture et la consommation. C'est-à-dire que les plages d'ouverture où il y avait peu de consommation, on les a clairement fermées. Pour être plus clair, en fait, des ouvertures d'après-midi, il y a certains magasins qui n'en ont pas eu du tout. Voilà. Et on a condensé l'activité sur les matinées. Après, par la suite, l'activité s'est reprise, mais on a continué à faire très très attention à ça. Donc, en regardant bien les chiffres d'affaires réalisés par tranche horaire, le mainboard d'ailleurs nous a beaucoup aidé à ça. Et après, derrière, on a notre logiciel de planning normal pour justement adapter tout ça.
Ça, c'était sur la partie vente. Sur la partie production, ça a été pareil. On a fait en sorte d'optimiser au maximum les gars pour que chaque minute de travail soit vraiment une minute très productive. Merci David. Nicolas? Nous, on a fait quelque chose, comment dire, qu'on n'avait pas fait depuis très longtemps. On a organisé notamment une opération coup de poing fin septembre sur, notamment, on a imposé des quantités de produits à mettre en avant dans les boutiques. En fait, aujourd'hui, on a un pilotage qui est très très poussé et qui pourrait avoir, comment dire, comme point un peu plus négatif, c'est d'être trop dans la performance et de passer à pas prendre assez de risques éventuellement. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on est dans une spirale un petit peu qui peut le moins va faire encore moins. C'est-à-dire que depuis 6 mois, on a des baisses de chiffre d'affaires un petit peu, on n'a pas envie de jeter trop, et puis finalement, on s'est rendu compte qu'on était dans une spirale. Je n'ai pas envie de jeter, donc je fais un peu moins. Et puis finalement, comme j'ai moins, je fais moins de chiffre d'affaires. Et en fait, on a clairement, moi, j'ai imposé des quantités sur la partie boulangère, sur les grosses pièces en viennoiserie, sur le snacking et la pâtisserie, pour redonner un côté marchand et imposer surtout un côté marchand dans nos boulangeries. Parce qu'on a exprimé le panier moyen, il se fait aussi une façon de récupérer des chiffres d'affaires si on n'a pas les clients encore en face de nous qui sont présents, c'est de faire acheter plus de produits aux mêmes clients. Et pour ça, il faut avoir des magasins qui soient garnis. Il faut prendre des risques. Donc on a mis ça en place il y a 15 jours et on s'est rendu compte que sur certaines boutiques, on a eu des évolutions de chiffre d'affaires assez importantes. L'idée, c'était de redonner un coup de pouce et puis après de relisser et de rendre autonome les boutiques sur la partie des quantités. Mais surtout, l'objectif, c'était de donner une impulsion à prendre du risque, en fait. Voilà. Et excuse-moi, Nicolas, 30 secondes. Par rapport à ce que tu dis, tu fais un ratio par rapport à tes pertes aussi pour voir si tu es toujours dans les clous? Bien sûr, oui, tout à fait, oui. Complètement, ça c'est un pilotage qu'on a toutes les semaines. En fait, nous on valorise tout avec les caisses Menlog, on a des touches dans nos caisses pour valoriser les pertes, les casses notamment. On valorise tout. Et en fait, aujourd'hui, chez nous, on estime, on autorise les boulangeries à avoir 6% de pertes. Enfin, on les oblige en fait à avoir 6% de pertes pour être marchand. En fait, 6% de pertes, en gros, c'est valorisé à 100%. C'est-à-dire que je m'explique, si jamais j'ai fait 2000 € de chiffre d'affaires, ma boutique, elle doit me déclarer 120 € de pertes pour m'assurer, entre guillemets, qu'elle est marchande. Et donc, ce thermomètre-là, on suit vraiment toutes les semaines. On a un ratio qu'on suit de près. En fait, on ne peut pas obliger les boutiques à être exactement 6% de perte, parce que c'est impossible. Mais par contre, ça donne une tendance sur la boutique à dire, voilà, attention, en ce moment, vous êtes plutôt à 4% de perte, donc vous ne prenez pas assez de risques. Donc là, on impose, on donne une impulsion et on communique avec les équipes pour redonner une prise de risque à prendre. Et puis des fois, c'est l'inverse. On a des boutiques qui font trop de pertes, qui sont plutôt à 8 ou à 10%. Et là, on leur dit attention, c'est bien, attention, en ce moment, vous avez trop de risques, il faut réguler un petit peu, quoi. C'est un thermomètre important, je trouve, et qui est facile à mesurer avec les caisses Menlog notamment. Et tout le monde joue le jeu sur la déclaration des pertes, comme il faut? Ouais, c'est vrai. Tout à fait, ouais. Mm. De toute façon, à un moment donné, c'est pas très compliqué de vérifier au global. Donc, Après, nous, on a fait aussi, nous, c'est important, on a un vrai pilotage de masse salariale. Hein. Nous, quand on fait un planning aujourd'hui, moi, je sais combien ça me coûte en euros chargés. Une semaine d'équipe sur une boutique. Donc, nous, en fait, on est très attachés aussi à suivre ce ratio-là. Parce que voilà, quand on baisse en chiffre d'affaires, il faut qu'on baisse en masse salariale, il n'y a pas le choix. On ne peut pas rester 6 à 12 mois en disant en rêvant que ça va mieux se passer. Et puis finalement, ça ne se passe toujours pas mieux. Donc il faut prendre des décisions, il faut trancher. Et on ne peut pas attendre d'avoir le bilan ou d'avoir surtout 4 mois après la clôture de son bilan, d'avoir des mauvaises nouvelles. Et puis à ce moment-là, commencer à prendre des décisions importantes pour aller mieux, quoi. Aujourd'hui, on ne peut pas travailler comme ça. Nous, aujourd'hui, on pilote à la semaine ça nous permet de trancher. Et en fait, surtout, ça nous permet de communiquer et de trancher sans se fâcher avec les gens, en fait. Le pire, c'est quand nous, on privilégie une stratégie, comment dire, à éteindre des petits feux tout le temps, en fait. C'est pour ça que ce pilotage hebdomadaire qu'on a installé, il porte ses fruits tout le temps. On se fâche rarement avec nos collaborateurs puisqu'on est toujours en train de s'obliger à communiquer
sur les choses qui ne vont pas et qui vont bien, évidemment, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui vont bien aussi. Et ça me permet aussi de les exprimer aussi, les choses qui vont bien. On est toujours souvent dans le négatif avec les collaborateurs pour remonter ce qui ne va pas. Et il faut savoir aussi applaudir les équipes quand il y a des efforts de fait et les récompenser, quoi. Moi, ce que je remarque, c'est que tous les deux, vous avez des indicateurs, c'est-à-dire que vous pilotez vraiment votre entreprise avec des faits, avec du factuel, avec des chiffres, avec des tableaux de bord, et c'est une très bonne façon de gérer son entreprise pour ne pas être navigué à vue. Et c'est souvent ce qu'on peut rencontrer, nous, chez certains clients, c'est cette idée de… Et ce qui, moi, c'est pas une nouvelle offre, mais c'est en tout cas une offre sur laquelle on me sollicite beaucoup plus, sur cette idée de piloter l'entreprise et d'avoir vraiment, de connaître des indicateurs de performance, des objectifs, des tableaux de bord et tous les outils qui vont avec, comme vous disiez, les Snapshift par exemple sur l'emploi du temps, sur les plannings, Mainboard, Mainlog pour avoir une vraie gestion de son entreprise. Et là, tout à l'heure même, j'ai même un ouvrier boulanger qui m'appelle en me disant « Je vais ouvrir une boulangerie dans 1 an et j'aimerais me former justement au pilotage ». C'est la première fois que j'ai un salarié qui m'appelait. Moi, je gère plutôt les chefs d'entreprise. Donc là, c'est un salarié qui veut monter son entreprise et qui, avant de la monter, a bien conscience que ça, c'est pas des compétences et des outils qu'il a et il aimerait les anticiper. J'ai trouvé que c'était des bons signaux en tout cas. Mais nous, on va encore avoir pas mal de boulot là, en développement. Tout à fait, tout à fait. On en parlera à Arnaud, avec plaisir. On va passer à la deuxième question. Merci beaucoup pour votre transparence et votre retour d'expérience. Votre clientèle, on va revenir sur la clientèle, est-ce qu'elle a évolué? Est-ce que ce Covid a eu un impact sur votre fidélité notamment? Et quels seraient selon vous les leviers et outils dont vous auriez besoin justement pour gagner en pertinence sur votre communication? Je parle bien de la communication envers vos clients. On peut commencer par toi, Nicolas, si tu veux bien. Aujourd'hui, en fait, nous, on a, comment dire, évidemment, le Covid nous a permis, nous, de dépenser une énergie importante à digitaliser un petit peu notre offre, notamment pour essayer d'aller chercher à capter les clients avec des nouveaux canaux. On a une boutique en ligne maisonbeckham.com qui est aujourd'hui très, très affûtée avec le click and collect, la livraison à domicile notamment. On fait du Uber Eats, on travaille la livraison à domicile avec des acteurs locaux. Voilà, on a investi, moi j'ai investi dans une équipe de marketing et de communication pour développer ces nouveaux canaux de chiffre d'affaires à aller chercher. Bon, aujourd'hui, on voit bien qu'il faut aller chercher des nouveaux consommateurs qui peuvent être étudiants, qui peuvent être des cadres, qui peuvent être tout type de consommateurs potentiels. Et aujourd'hui, on a besoin d'aller chercher voilà, une façon nouvelle d'aller chercher ces consommateurs notamment. Merci. David? Alors là, je suis clairement pas bon là-dedans. Pas bon pas parce que ça m'intéresse pas d'aller chercher des nouveaux clients, hein, mais on sait aujourd'hui qu'une clientèle un peu plus jeune, elle est beaucoup plus réceptive aux outils numériques et les réseaux sociaux et tout ça. Et j'ai essayé plusieurs fois de m'y mettre. Donc quand c'est mort l'hiver et qu'il n'y a personne sur la tranche, j'ai le temps, je le fais. Mais quand c'est vraiment intéressant et qu'il y a vraiment un gain à le faire, c'est-à-dire du printemps jusqu'à l'automne, ben là, j'ai plus le temps. Donc je ne suis pas du tout dans les clous par rapport à ça. Mais j'en ai quand même bien conscience et je sais qu'il y a du plus de ce côté-là, hein. Ouais, donc il te faudrait un outil clé en main, automatique, facile et rapide, quoi. Exactement. Bon, très bien. On s'est rendu compte, on a fait en septembre une opération aussi qu'on appelle de promofolio. En fait, on a investi une couverture de distribution de communication en boîte aux lettres. Aujourd'hui, à Angers, on avait investi ça fait 4 fois qu'on fait cette opération-là en 1 an et demi. C'est 50 000 boîtes aux lettres qui reçoivent notre offre qui vient recouvrir les autres offres. Donc, on a un impact en termes de notoriété, un impact en termes d'image, un impact en termes de retour client aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, en septembre, l'opération qu'on a réalisée, on a eu beaucoup moins de retours. En fait, donc c'est un investissement dans du papier en communication. Donc, on est en train de se demander comment faire évoluer cet investissement-là pour les prochains mois. Et surtout, comment le compenser par d'autres canaux d'investissement plutôt peut-être digitaux. Plutôt que, voilà, je pense qu'on a aussi
comment dire, des consommateurs qui sont attentionnés par la transmission et potentielle du Covid à travers différents outils, et notamment celui-ci. Et donc, on va se poser entre nous pour redéfinir et faire évoluer ces stratégies digitales notamment. Oui, en tout cas, c'est sûr qu'il faut s'y intéresser parce que David le ressent qu'il est un peu en décalage par rapport à ses nouvelles habitudes de façon de communiquer, d'attirer, d'aller regarder un petit peu ce qui se fait. Donc, il faut être à la page, mais il faut surtout faire vivre les outils. Moi, je vois trop de sites internet qui sont pas à jour ou de posts Facebook qui sont pas assez en lien avec l'actualité. Donc, il y a vraiment cette prise de conscience de si j'ai des outils, je dois les mettre à jour, je dois les rendre vivants et en lien avec l'actualité et de manière assez dynamique. Et puis surtout, il ne faut pas oublier le client qui rentre, qui lui n'a peut-être pas vu votre post Facebook, mais qui a envie aussi de connaître, je ne sais pas, la façon de tourer un croissant que vous avez mis en vidéo sur Facebook, ou qui a envie de connaître les matières premières que vous mettez à l'intérieur. Donc, il y a aussi des enjeux de communication sur le point de vente qu'il ne faut pas négliger. Et surtout créer de l'harmonie entre là où on a un peu dragué, où on a mis de la séduction pour le consommateur, et qu'est-ce qu'il va y trouver en vrai dans les boutiques. Je pense peut-être, je ne sais pas, à une spécialité qu'on mettra en avant sur un post Facebook ou Instagram, avec plein de détails, etc. Et puis celui qui va en magasin et qui demande c'est quoi ce produit-là, on lui dit juste c'est un gâteau au chocolat. Et en fait, c'est dommage parce que cette personne-là est devant le produit et c'est là qu'on aurait pu lui raconter la spécialité, comment elle a été créée, les belles matières premières qu'on a à l'intérieur, etc. Donc, vraiment, il faut de l'harmonie entre les deux. Et si je vais draguer, c'est ce que moi, je pense que c'est vraiment ça l'idée des réseaux sociaux, c'est de se dire, viens, c'est super chez moi, j'ai des super produits, etc. Et quel est l'opérationnel, la réalité terrain. Et il y a vraiment besoin de cohérence entre les deux pour pas qu'il y ait de la déception. Parce que quand j'ai de la déception, je ne redonne pas forcément toujours ma chance. Je pense que ce qu'on vient de, si pour résumer un peu ce qu'on vient de se dire, aujourd'hui, on a besoin d'être encore plus professionnel, mais pas que dans le produit, en fait, dans l'accueil et dans les autres paramètres qui sont aujourd'hui primordiaux. Aujourd'hui, voilà. Il ne faut pas être simplement un bon boulanger, heureusement, quoi. Ça ne suffit plus, quoi. C'est ça. C'est sûr que, par exemple, pour vendre une tarte au chocolat, il est des fois presque plus intéressant de faire une petite vidéo, de dire comment je fais ma tarte au chocolat, plutôt de dire que ma tarte au chocolat est 20% moins chère aujourd'hui. Oui. Ouais. En fait, c'est comment apporter de la valeur ajoutée à notre travail, en fait, quoi. C'est complètement. Exactement. C'est quelles sont mes différenciations, mes points de différenciation par rapport à mes concurrents. Donc ça, il faut le penser. Et puis, il ne faut pas oublier que un client qui va venir et qui va acheter un bon produit bien réalisé à un prix correct et qui soit bien servi par un vendeur ou une vendeuse, en fait, c'est normal. C'est vraiment, on est sur des fondamentaux. C'est le basique de la demande. Donc, il faut dépasser vraiment cette idée de satisfaction client. Et si on peut aller jusqu'à l'enchantement sur créer ce qu'on appelle l'effet waouh, donc ce n'est pas forcément à toutes les ventes, mais d'avoir quelque chose que je vais ramener chez moi, dont je vais pouvoir raconter, je vais transmettre, je vais partager, je vais écrire un avis sur les réseaux sociaux parce que j'ai eu un point de contact avec la vendeuse qui m'a plu, j'ai appris une nouvelle chose, donc je vais le raconter à mes invités ce soir quand je vais présenter le gâteau. Et tout ça, voilà, c'est vraiment un cercle vertueux entre ce qui se vit en magasin et comment je peux le ramener sur le digital. Dans l'objectif, voilà, qu'on parle de vous, qu'on ait un élément différenciant voilà, pour pouvoir un peu se distinguer de vos concurrents qui sont quand même nombreux pour tous. Alors, justement, on a une remontée de nos auditeurs, une remarque qui est ne pas négliger la communication en boutique. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Géraldine? Oui, moi, je suis une férue du marketing opérationnel. En fait, il y a tellement de choses à faire dans le magasin avant même de se dire je vais faire du digital. Je pense des fois souvent tout simplement à l'étiquette produit qui est un obligatoire, une obligation, je veux dire, avec la dénomination et le prix. Voilà, ça, c'est les éléments obligatoires à afficher. Mais au lieu de mettre juste le nom du produit, déjà, je peux peut-être m'intéresser à avoir un nom qui soit un peu plus travaillé, qui soit personnalisé, qui me représente. Je peux mettre un descriptif produit. Je vais faire en sorte que mon étiquetage soit harmonieux parce que ça aussi, des fois, on peut trouver à la va-vite un nouveau produit qui sort
qui arrive comme ça, le pâtissier arrive avec sa grille, qu'est-ce qu'on en fait, comment il s'appelle, bah, je sais pas, à combien je le mets, bah, je sais pas, il ressemble à l'autre, t'as qu'à le mettre au même prix. Ça finit avec un carton drainé qu'on a coupé et on a écrit au feutre, et c'est moche. Alors que votre gâteau, il est peut-être super. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir de l'harmonie, de créer des supports qui sont en adéquation avec votre image de marque, et puis après, à l'intérieur, d'avoir des choses qui vont sortir un peu de l'ordinaire, ou alors je vais parler justement d'une matière première, d'un process, je vais mettre du levain dans un bocal et tout le monde va me dire c'est quoi ce truc, et j'aurai hop, juste quelque chose à raconter de plus. Sur les graines, par exemple, c'est très souvent, c'est difficile pour les clients et d'ailleurs même pour les équipes de vente au niveau de la connaissance produit sur tout ce qui est les graines, les céréales. Pourquoi pas avoir quelquefois des petits bocaux pour montrer les différences, avoir une tablette avec un petit film qui passe si on n'a pas d'écran, profiter aussi de vos fournisseurs de matières premières qui peuvent vous accompagner dans les supports de communication ou les faire à votre image en personnalisé, c'est encore mieux. Mais en tout cas, il faut s'intéresser à ce qui se passe dans la boutique et ce que voit le client. Et souvent, comme on est dedans et que du coup, on est derrière et qu'on n'a pas cette vision et ce regard client, moi, c'est ce que je remarque quand on va en mission. Je peux des fois noter que pendant 5 heures, personne n'est venu avec le regard client. Personne n'est sorti de sa ligne de vente. Et du coup, le papier qui est par terre, je sais pas, le chocolat, du pain au chocolat qui a coulé sur la vitre ou l'étiquette qui n'est pas la bonne parce qu'on n'a pas fait attention. Tout ça, si j'ai pas ce regard client, je ne le vois pas. Et pourtant, le client, il le voit et c'est important. Il faut qu'il y ait de l'harmonie pour pas qu'il s'arrête sur un détail qui va vous défavoriser, en fait. Merci beaucoup, Je ne sais Géraldine. pas si j'ai répondu à la question de la personne. Je pense. On va passer maintenant à la troisième partie. Où on va se projeter un peu. On va anticiper le festif 2020, qui est souvent une période extrêmement importante pour beaucoup de boulangers-pâtissiers, et même au-delà. Première question. La réussite du festif est souvent primordiale sur le business model des boulangers-pâtissiers, notamment les urbains. Comment appréhendez-vous cette période? Sur quelle base allez-vous anticiper vos recettes et vos achats dans la période de Covid qu'on connaît actuellement? Et allez-vous faire évoluer vos méthodes de vente, par exemple les digitaliser? Donc, j'aimerais que vous me donniez votre vision à court terme pour cette fin d'année de votre organisation. On peut commencer par toi, David, si tu veux bien. Alors, toujours pareil, je redis la même chose, je suis un saisonnier, donc moi, 80% de mon chiffre d'affaires, il est fait d'avril à septembre. Le mois de décembre, qui est pour les urbains un très gros mois, ne représente que 4% de mon chiffre d'affaires. Donc, il y a peu d'incidence sur la réussite de mon année sur Noël. Mais il n'empêche que ça reste une période qui est très festive, très agréable pour nous et nos clients à l'année. Et c'est le moment que nous, on a pour justement les choyer un petit peu plus, vraiment s'occuper d'eux et leur procurer le maximum de plaisir. Donc, on ne délaisse pas cette période, loin de là. Et on a en plus le temps de discuter avec chacun et puis de profiter d'eux. Alors que l'été, on les sert à toute vitesse et on leur dit à demain à peine. Donc, pas de morosité, tu te bases plutôt sur l'historique. Hein. Tu te bases plutôt sur l'historique. Oui, de toute façon, on a globalement la même clientèle. Il y a quelques jeunes qui viennent voir les anciens à la tranche, ou inversement, quelques petits vieux qui vont dans les familles en ville. C'est un va-et-vient qui s'équilibre. Donc, on a globalement, d'une année sur l'autre, à peu près la même clientèle. Et le chiffre d'affaires est assez stable à ce niveau-là. Merci, David. Nicolas? Moi, de mon côté, je suis confiant. En fait, je pense que vu l'année qu'on a vécue ensemble, on va avoir des familles qui vont vouloir compenser par ce moment magique et de famille qui est Noël. En plus, malheureusement, vu le contexte, on peut imaginer que sur la période entre Noël et le 1er de l'an, en fait, on puisse avoir une activité de traiteur d'amont qui puisse être meilleure, avec
si Macron demande aux Français de ne pas se rassembler à plus de 6 ou 10 pour ce moment de Noël notamment, on peut avoir une carte à jouer de notre côté. Il ne faut pas négliger, il faut qu'on soit prêt. Moi, on a plutôt développé des nouveaux produits pour être acteur et puis différenciant avec, par exemple, la création d'un gâteau pour la Saint-Sylvestre, par exemple, qu'on n'a pas forcément cette dynamique-là d'habitude. On va plutôt essayer de créer des nouveaux produits signatures et différenciants pour voilà, apporter comment dire, une possibilité aux consommateurs de passer un bon moment entre eux, quoi. On va continuer évidemment à travailler nos réseaux sociaux, notre boutique en ligne, la Click and Collect évidemment. Donc moi je suis confiant et on va plutôt être dans une tendance à vouloir prendre des risques pour, je pense, pouvoir faire plus de ventes notamment. Merci Ouais, Nicolas, mais c'est justement. vrai que pardon. Non, vas-y Géraldine, je t'en prie. Non, je voulais rebondir sur le fait qu'effectivement, c'est quand même un moment qui est attendu des Français. C'est un moment qui est fêté, qui est rassembleur. Donc, je pense que les Français vont attendre ça et vont vouloir aussi retrouver dans vos boutiques voilà, cette joie de vivre, cette magie de Noël à travers des décorations, à travers peut-être la tenue des vendeurs et des vendeuses sur la semaine proche de Noël, etc. Et que du coup, il faut en jouer en tout cas dans l'animation de votre commerce. Il faut que si dans tous les autres commerces, ça fait la tête parce que ça a peur, que dans la vôtre, on ne ressente pas ce sentiment-là pour qu'il y ait une sérénité ou en tout cas quelque chose de convivial. Moi aussi, je pense qu'il y a peut-être des cartes à jouer effectivement sur le fait de la restauration qui est complètement chamboulée avec toutes les nouvelles consignes qu'on a eues. Donc, il y aura peut-être un peu plus de personnes qui vont fêter entre eux, notamment pour le jour de l'an. Mais avec ce qu'on a entendu hier, je me pose la question si du coup, il y en a qui vont peut-être pas du tout le faire. Enfin, je sais pas. Là, j'avoue que j'étais hyper confiante jusqu'à hier sur ce festif. Et là, je suis un peu perplexe. Parce que là, ça va jusqu'à début décembre, mais est-ce que ça ira au-delà? Pour l'instant, on ne sait pas. Personne ne sait. Alors, nous, on a une Ouais. remarque quand même très, très positive qui est que les commerces aujourd'hui peuvent bénéficier de la période, et notamment les boulangers-pâtissiers. Donc, il vient des gens qui nous écoutent en ce moment. Est-ce pas une opportunité quand même de miser beaucoup plus que les années précédentes sur le Nouvel An, comme l'expliquaient David et Nicolas et toi-même, compte tenu que nous allons, voilà, malheureusement, les restaurants risquent de connaître une période beaucoup plus compliquée. Peut-être que les gens vont plutôt rester en famille. Donc, miser effectivement sur des gammes de Saint-Sylvestre, comme le propose Nicolas. Je pense que effectivement, ça peut être quelque chose. C'est une bonne idée, ouais. Ultra pertinent. Voilà. Peut-être sur les bûches, de faire des bûches plus petites, parce qu'il y aura peut-être des rassemblements, il y aura peut-être des Noëls, au lieu de faire un gros Noël, on fera peut-être un Noël avec la famille, un Noël avec la belle famille, par exemple. Peut-être qu'il y aura des Noëls un peu coupés pour essayer de ne pas être trop nombreux. Tout à fait. On arrive il y a une question qui vient de nous remonter, donc je vais vous la poser. Comment le digital peut-il aider les entreprises dans cette période? Alors, la question est très large, mais en fait, moi, En anticipant, peut-être. Ouais, bah, vas-y, Nicolas. En fait, moi, je dirais que le digital, il faut. En fait, oui, Géraldine, vas-y. Ouais, ça coupe un peu. non, vas-y, Non, je te laisse. Ah, trop de politesse. Alors, je pense que c'est important, mais depuis des années, d'être à jour sur la gamme de Noël, de la lancer et en tout cas de communiquer dessus en amont. Et le fait d'avoir, même si ce n'est pas du click and collect, au moins un site internet sur lequel le client peut se renseigner en étant à côté de Tati Martine. Alors, qu'est-ce qu'on fait à Noël et toi, tu veux quoi? Et sur le pain, au moins qu'il y ait cette première intention qui se fasse chez vous plutôt qu'ailleurs. Donc, c'est important de communiquer. En fait, aujourd'hui, nous, on a une dynamique aussi d'investissement dans les vidéos qu'on a depuis un moment, mais on l'a beaucoup réactivé. Je pense qu'il faut aujourd'hui les outils digitaux aussi, c'est de l'image.
En fait, faut pas enfin, si on est dans un schéma où on attend à avoir du retour direct sur l'investissement, on peut être déçu. L'investissement digital, il sert à travailler d'abord l'image et après à faire venir le consommateur. Mais c'est pas un investissement pour avoir du retour direct non plus, quoi. Faut pas si on attend d'être dans un cadre comme ça, on va être déçu, on va arrêter d'investir. Le digital, c'est un investissement de long terme. Il faut semer, il faut travailler l'image et la valeur ajoutée. Et surtout, il faut chercher à créer des produits signature pour pouvoir les vendre avec des marges meilleures, les vendre plus cher. Quand on peut pas vendre un croissant 3 € aujourd'hui, même s'il est avec le meilleur beurre du monde, surtout le meilleur beurre français évidemment, la meilleure farine, le consommateur il sera pas capable d'accepter d'acheter un croissant à 3 €. Par contre, si vous créez une viennoiserie, comment dire, que vous la nommez, que vous lui apportez de la valeur ajoutée, des belles photos, éventuellement une belle vidéo, vous pourrez la vendre hors cadre, puisqu'il n'y aura pas de repère pour le consommateur en fait. Il faut chercher à développer absolument ces produits-là qui sont pas dans les produits des 20-80 notamment, pour apporter de l'image, la notoriété et puis de la valeur ajoutée et par conséquent plus de marge, quoi. Merci beaucoup. L'heure tourne. On arrive à la fin de ce webinaire. Alors pour conclure et afin de terminer sur une note positive, est-ce que vous avez un conseil à donner aux professionnels et artisans BP qui nous écoutent? Géraldine. Moi, je dirais que faut jamais oublier que la performance de votre entreprise, elle est vraiment liée à la performance de vos collaborateurs. Donc, si j'avais un conseil, je vous dirais investissez dans votre personnel et n'oubliez pas non plus que vous avez des budgets formation pour ça, donc utilisez-les. Voilà. Merci Géraldine. David? Eh bien, pour compléter ce que disait Géraldine, oui, il faut compter sur nos collaborateurs et puis pour ça, il faut leur donner tout notre soutien et puis notre dynamisme. Nous, on doit être moteur de nos boîtes et un moteur, voilà, pour moi, ça doit avoir la banane. Donc, il faut pas cacher les difficultés, mais il faut toujours voir le verre à moitié plein et puis on va y arriver, quoi. Donc, moi, je ne pars jamais perdant de toute façon. Et je le communique au maximum. Merci David. Nicolas? Moi, de mon côté, je dirais qu'il faut garder une posture positive. C'est très important. En tant que dirigeant, même quand les moments sont un peu plus compliqués, on doit être en forme, on doit être positif pour transmettre des bonnes énergies. Et je l'ai exprimé tout à l'heure, mais je pense qu'il faut chercher à se professionnaliser. Il faut être meilleur au global et pas meilleur que dans le produit. Le parcours client, tu l'as exprimé Géraldine, la digitalisation, en fait, c'est des nouveaux métiers qui sont primordiaux en fait. Il faut chercher à être meilleur que son voisin, à être différenciant et un produit égal entre concurrents. Et il faut chercher d'autres valeurs ajoutées et chercher à être plus professionnel sur le global, sur le reste notamment, quoi. Donc, il faut s'entourer. Il faut s'entourer avec les meilleurs, quoi. Merci beaucoup pour ces conseils. Merci beaucoup à vous trois pour votre participation à ce webinaire et votre transparence et votre volonté d'échanger, encore une fois en toute transparence. Merci à tous pour votre participation à ce webinaire. Nous restons connectés. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions. De notre côté, nous continuerons à y répondre. Nous vous enverrons l'enregistrement de ce webinaire dès que les liens seront disponibles courant 2 semaines prochaines par email. Sachez aussi que le Club Commerce by Menlog et ses partenaires restent en éveil pour vous apporter un maximum d'informations visant à vous faciliter votre quotidien et à vous aider dans vos choix stratégiques. Pour cela, nous vous mettons à disposition des contenus ludiques, neutres et pertinents que vous pouvez consulter, obtenir en vous connectant sur menlog.fr. Merci encore infiniment pour votre présence. Nous vous souhaitons courage et grande réussite pour la période festive 2020. Excellente fête à tous et à très bientôt. Au revoir. Au revoir à tous.